Ma Emouna à ce moment-là, elle était, je ne sais pas si je peux employer le mot aveugle. On vivait des moments tellement extraordinaires qu'on était sûr que quelque chose d'extraordinaire allait se passer. Mmh. On était certain. Et donc notre émouna, c'était de dire: «Le guérouche n'aura pas lieu». Il va se passer quelque chose, quoi? On ne savait pas. Ouais. Soit quelque chose de Ouais, surnaturel, soit soit une quelque chose catastrophe, soit soit on ne savait pas quoi, mais c'était évident qu'on n'allait pas quitter le Gouche. Je m'appelle, Gisèle Kling et j'ai eu, la chance, d'habiter le Gouche Katif, qui est situé dans la bande de Gaza. Gouche Catif, 20 ans après, le témoignage de Gisèle Kling. Bonjour Gisèle, merci de nous recevoir chez vous pour ce premier épisode de Sarnage. Donc Sarnage, c'est Sirat Nefesh ou Sirat Raverim, c'est un Ah, partage. Merci de nous recevoir ici. avec plaisir. Déjà, comme vous l'avez dit en introduction, vous avez habité le Gouche Katif. Je vais vous montrer, pour commencer, une petite vidéo qu'on a tournée hier. Et dites-moi ce que vous en pensez. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Je vous parle d'un temps. Qu'est-ce que c'est que le Gouche Katif? Waouh, ok. C'est quoi cette question? Culé. Oula, je crois que c'est un truc en rapport avec l'armée. Peut-être, je sais pas, ils reçoivent leur béret. Le Gouche Katif. C'est en hébreu. Je sais même pas quoi te dire. Ou alors c'est. Pas du tout, c'est pas ça. Mais je sais pas moi. Je suis non. Non, je sais pas sais ce que c'est que un c'est, rapport mais- avec l'armée, mais après. Et tu peux me citer une ville du Gouche Katif? Alors Gisèle, maintenant que vous avez vu cette petite Waouh! vidéo, Alors c'est un choc, je vais vous dire pourquoi. Parce que pour moi, Gouche Katif, c'était hier. Et de voir des jeunes de cet âge-là ne pas savoir c'est quoi Gouche Katif, je me dis: «Attends, il y a un grand décalage là. Il y a vraiment 20 ans qui se sont passés». Et je suis quand même assez choquée de savoir que nos jeunes, ne savent pas c'est quoi Gouche Katif. ne connaissent pas et Ouais. c'est pas au programme. Et il y en a, ce que À vous part avez vu dans les vidéos, il y a des anciens combattants qui ont combattu pendant 7 octobre. Ils ont entre 20 et 23, 24 ans. Donc ils étaient nés, ils avaient 3-4 ans, mais on leur a jamais parlé. Et quand on leur dit Gouche Katif, ils ne savent pas de quoi on parle. Alors je disais, ma première question, c'est qu'est-ce que le Gouche Katif? Alors, Gouche Katif, c'est un ensemble de villages, plus exactement 21 villages, qui étaient situés dans la bande de Gaza, donc face à la mer. C'est ce qu'on appelle, en hébreu une Hitiyashvut, c'est-à-dire que là-bas étaient installés donc dans ces villages environ, 1000 familles juives qui étaient vraiment là-bas par pur idéal, d'abord pour, habiter une région d'Eretz Israël et une région qui était, qui a été un peu abandonnée parce que nous l'avions perdue en 1948 et nous l'avons récupérée en 1967. Donc beaucoup de jeunes familles comme ça idéalistes sont allées repeupler cet endroit d'Eretz Israël, mais bien entendu en ayant beaucoup de voisins, arabes, à nos côtés. On était véritablement une petite minorité quoi dans cette bande de Gaza, qui avait été auparavant donc, annexée par, l'Égypte. D'accord. Bah, de base, le Gouche Katif, qui se traduit par bloc, un gouche, Mmh. et Katif parce que c'est La Katif, la cueillette. la cueillette. Il y a Oui, toujours la culture du Katif. On sait qu'en Israël, on est très connu pour avoir fait les tomates cerises et c'est là-bas qu'il y avait les les grandes salades. plantations. Et c'est le ministre de l'hébergement à l'époque, qui était Ariel Sharon, qui a décidé de peupler cette zone. Et donc, il a dit, ben moi, je suis ministre de l'hébergement, je vais mettre des maisons là-bas. C'est un terrain vague, un terrain désert, il y a que du sable. Et il a construit des maisons là-bas. C'est juste, il a même pas construit des maisons, mais parce que c'était assez impressionnant de voir ça. C'était effectivement des étendues de sable à l'infini et les maisons qu'Ariel Sharon a posées là-bas, parce qu'il les a littéralement posées sur le sable, c'était des maisons donc qui sont arrivées toutes prêtes et on avait vraiment l'impression, quand on regardait une photo du Gush Katif, ça ressemblait à plus à un jeu Lego qu'autre chose quoi, au départ, parce que les maisons étaient des blocs posés dans le sable. Donc c'était assez impressionnant comme, comme image. Il y avait tout à faire. Ça ressemblait à quoi le Gouche Katif? Ça ressemblait, ben, encore une fois, c'était le désert, c'était le sable à l'infini, c'était en face la mer, le bleu, le bleu magnifique de la mer du Gush Katif qui a été reconnue pour être une des plus belles mers du monde Ouais. d'ailleurs, et aussi des palmeraies à l'infini. Pour moi, c'est ça. Quand je pense à Gush Katif, je revois ces 3 éléments-là, l'azur, le vert et l'or du sable. Alors, pourquoi ce sujet sur le Gouche Katif et pourquoi vous, en tant qu'invitée? Déjà parce que vous êtes une des seules à avoir, écrit le livre, c'est ce que vous m'avez dit tout à Oui, l'heure? oui, Il y a oui, oui. personne qui a écrit un Non, livre sur le Gouche Katif? on va dire qu'il y a
quelques livres qui ont été écrits pour, raconter un petit peu les événements, mais de manière journalistique. Alors que moi, mon livre, c'est un témoignage quoi, que j'ai vécu au jour le jour, à la minute, minute et où donc au départ, ça a commencé par un journal. J'ai Mmh. écrit un petit journal sur un cahier et puis ensuite, l'idée m'est venue d'en faire un livre. D'accord et donc ce sujet, parce que moi j'encadre des groupes, dans le cadre de tous les gens qui viennent visiter Israël, surtout les jeunes et comme vous avez vu dans la vidéo, les jeunes ne connaissent pas, du tout, la région du Gush Katif et du coup là, c'est un devoir de transmission, qu'on se fait et qu'on leur apporte, des enseignements sur cette, région. D'une rive à l'autre de la Méditerranée. On va parler un peu de votre enfance, les belles années comme vous les appelez. Racontez-nous un petit peu, de quelle famille vous venez. On va commencer en 1948. Je n'étais pas née, Mmh. mais mes parents, dès qu'ils ont entendu que ça y est, l'État d'Israël avait été déclaré, ils habitaient au Maroc à l'époque, ont décidé de faire leur aliyah et donc ils sont arrivés en 1948 en Eretz Israël, mais malheureusement à cette époque, bon, le pays, était ce qu'il était quoi, il n'était pas encore, construit et cetera et on va dire que l'expérience n'a pas été très réussie pour mes parents et donc en 1950, ils ont décidé de quitter Israël et d'aller habiter, Marseille. Mmh. Donc Mais là, vous parlez d'un faux départ dans le livre, c'est le chapitre que vous avez donné, où voilà, ils sont venus, ils ont été dans un camp de transit c'est et ça. ils ont été, mal accueillis et il y avait une séparation entre les séfarades et les ashkénazes. Ils ont dit: «Non, c'est pas pour nous pour l'instant, on décide de rentrer». Nahon et puis mon père avait peur pour notre éducation et donc il a préféré que partir en France et là-bas, ils se sont installés. D'ailleurs, ils faisaient partie des 1res familles juives qui ont un petit peu aussi, donné un essor au judaïsme dans la mesure où on était une des rares maisons cachères et où on pouvait venir manger, sans problème s'il y avait des shlichim qui venaient d'Eretz Israël pour essayer de prendre un contact avec la communauté juive de l'époque. Alors, ils savaient que la maison de mon père, de mes parents quoi, À c'était Marseille. à Marseille, oui, Ouais. c'était une maison d'accueil. J'ai toujours été élevée dans cet amour d'Eretz Israël parce que pour mes parents, c'était évident que même s'ils venaient habiter Marseille, c'était dans l'optique de retourner un jour en Israël. Ça, c'était évident. D'accord, ensuite vous vous mariez, vous rencontrez votre mari. Alors voilà, alors on va passer vite, ouais, je me marie et lorsque j'ai rencontré mon mari, grâce à Dieu, on avait, tous les 2 on était dans la même optique quoi, c'était aussi habiter, Eretz Israël. Donc c'était parfait pour nous. Et vous êtes venu aussi 1 an pour, vous perfectionner, professionnellement. Vous avez fait une formation ici, après vous êtes reparti Oui, avec votre mari, il y a eu un aller-retour. puis après, une fois qu'on a rempli notre schlichout, on a dit: «Ça y est, maintenant on monte» et c'était en 1995. L'arrivée au Gush Katif. À l'âge de 36 ans, vous et votre famille, vous décidez de, faire votre alia, de monter en Israël. Vous décidez de vous installer dans la région du Gush Katif, à Neve Dekalim. Pourquoi, ce choix? Déjà, c'était clair pour mon mari et pour moi-même. On ne voulait pas aller habiter dans une ville qui était déjà toute prête, toute faite, où, tout était à notre portée facilement. On avait vraiment envie d'habiter une Hityashvut, c'est-à-dire un village quoi, où il y a encore à construire, où on sent qu'on est utile au pays. OK. Et donc dans l'idée, nous, le seul endroit qu'on connaissait, c'était là où nous avions habité l'année où nous avions fait, notre, année d'études en Israël, c'était le Gush Etzion. Et puis, mais ma foi, on a proposé à mon mari un travail au Gush Katif. Alors bon, Gush Etzion, Gush Katif, ça se ressemble, Gush, Gush. Donc, on a décidé de venir au Gush Katif et j'y ai mis quelques conditions quand même parce que je ne connaissais pas du tout, mais du tout cette région. Je ne savais pas, ce qui se passait là-bas, qui habitait, combien de familles, qui étaient nos voisins. Je connaissais vraiment rien et alors donc j'ai mis cette condition à mon mari. Je lui ai dit: «Écoute, d'abord on va visiter et si ça nous plaît, alors on accepte, la proposition de travail que tu as reçue». Vous, dites, je vous cite: «Je relève la tête et regarde autour de moi, du sable, beaucoup de sable et toutes ces maisons vides, en attente de vie. Devant moi la mer, l'autre face de ma Méditerranée, Casablanca, Marseille, Neve Cali, mon périple s'achève». Donc ça y est, la boucle est bouclée. La Vous boucle avez est fait, bouclée, j'ai voilà, véritablement un Neve de Kalim, j'ai tout retrouvé. Je veux dire, bon, mon mari étant ashkénaze, j'avais l'habitude donc de prier avec lui, à cha là où on habitait, dans l'endroit où, la seule synagogue qu'il y avait quoi, mmh du quartier.
Mais quand on est arrivé à Neve de Kalim, je me rappelle, pour moi, ça a été mais vraiment la révélation. J'ai aperçu comme ça 2 immenses coupoles, 2 grands bâtiments. Je dis à mon mari: «C'est quoi?» Il me dit: «Bah, ça, c'est la Shloul Ashkénaze et ça, c'est la Shloul séfarade». Je dis: «Mais attends, mais elles sont à côté l'une de l'autre». Il me dit: «Oui». Je dis: «Mais c'est super, toi, tu vas prier là, moi, je vais prier là». Oui. Et donc pour moi, j'ai retrouvé une partie de mon enfance. Donc déjà, c'était le premier point gagné pour habiter le Gush Katif. Votre mari, il devient directeur d'Oulpena à Neve de Kalim. Et j'ai été aussi impressionnée par le nombre de personnes, qui sortaient de la synagogue. C'était une semaine tout à fait normale, quoi, en plein été où et la sensation que j'ai eue lorsque j'ai vu tout le monde sortir de Mincha à 4 heures de l'après-midi, quoi, hein. J'avais l'impression d'être à Kippour en France. Waouh. Tant il y avait de monde et j'étais impressionnée. Alors je dis à mon mari: «Il y a un événement, il y a quelque chose qui se passe là-bas?» Il me dit: «Non». Il me dit: «Non, c'est des juifs, ils viennent prier, quoi». Et donc vous vous installez là-bas et dans votre petite maison, vous avez un jardin que vous appelez le jardin extraordinaire et là, une passion naît, faire pousser dans le sable, des palmiers, des roses, racontez-nous un petit peu. Alors, notre maison était posée sur le sable. Ouais. Donc, à chaque fois que les enfants rentraient de l'école, ils ramenaient avec eux, évidemment, dans leurs chaussures, et cetera, des tonnes et des tonnes de sable. Alors, je dis à mon mari: «Écoute, c'est simple. D'abord, on va faire une bétonnade autour de la maison pour qu'on ne rentre plus directement du sable à la maison, mais du béton à la maison». Et donc, c'est ce qu'on a fait. Puis après, pour moi, un jardin, bon, bah, c'était de la pelouse, quoi, et puis c'est tout, quoi. Planté Voilà. directement dans le Planter sable. directement, c'est le miracle du Gush Katif. C'est un truc qui est incroyable, mais que je Vous avez connais. fait fleurir le Ouais, désert, ouais, ouais. Mais le désert du Gush ma Katif. mâche, je crois que c'est cette phrase de Ben Gurion qui a été mon mantra: «Faire fleurir le désert, faire fleurir le désert». Et véritablement, j'avais plus de 20 arbres fruitiers dans mon jardin. Quand vous avez, acquis la maison, vous passez par la porte extérieure de la cour parce qu'elle n'était pas vraiment à vous. Sharon avait effectivement installé un maximum de maisons qu'il pouvait installer, dans le but que ces maisons, soient habitées, si Dieu veut, par des familles, et cetera. Mais après cela, je veux dire, c'était pas tout de les avoir installées, il fallait obtenir l'autorisation du gouvernement d'habiter ces maisons et l'autorisation, curieusement, elles étaient très, très longues à venir. Alors bon, comme on devait quand même commencer l'année scolaire, on nous a attribué donc une maison et comme on n'avait pas la clé de la porte d'entrée, parce que là, il fallait l'obtenir officiellement après avoir obtenu, l'autorisation du gouvernement. Alors on passait par la porte de la salle de bain où il y avait une fenêtre balcon et puis alors je passais avec ma poussette, voilà, le long de la baignoire et on rentrait comme ça chez nous. Ça a duré, je crois bien, 2 mois cette période. La coexistence à Gaza. Juste après, votre emménagement, vous commencez à, connaître le voisinage et un autre voisinage, vous parlez dans un chapitre, la coexistence, que vous avez un ouvrier arabe qui s'appelait Kamal, qui venait de la ville voisine de Khan Younes et vous dites: «Personnellement, tout au long de ces années, je n'ai pas particulièrement le sentiment que nos relations avec nos voisins arabes posent problème. Elles sont même amicales. La réalité que je vis ressemble à toute autre chose». Alors vous pouvez nous raconter Alors je vais vous Kamal dire, de Khan Younes, nous sommes arrivés au Gush Katif en 1996. L'intifada a commencé en l'an 2000. Donc on a eu 4 ans où, tout se passait très bien. Il y avait une coexistence effectivement entre les gens de Gaza, de Khan Younes, entre les Arabes et les Juifs, voilà, parce que entre les vous Arabes et étiez les voisins. Juifs. J'ai même une Mmh. voisine qui m'avait raconté que quelques années plus tôt, elle avait passé son permis de conduire à Khan Younes et comme elle avait personne pour lui garder son bébé, alors elle allait avec son bébé là-bas, à l'auto-école. La femme du moniteur d'auto-école lui gardait la poussette avec le bébé et elle apprenait dans les rues de Khan Younes. C'est fou ça. Elle apprenait à conduire dans les rues de Khan Younes pour vous dire à quel point il y avait une bonne entente. Elles faisaient leurs courses là-bas, et Ouais, vous cetera. allez au Les marché de gens du Gush Gaza? Katif. Non, moi j'ai pas connu cette époque parce que quand je suis arrivée, il y avait quand même une certaine tension, dans l'air comme ça. Donc bon, on n'a pas eu l'occasion de rentrer à Khan Younes. Mais on avait des ouvriers qui venaient de Khan Younes, des ouvriers, arabes, qui venaient et qui travaillaient donc, à l'intérieur du Gouche. Un jour, j'en ai accosté un et je lui ai dit: «Écoute, moi je cherche quelqu'un pour, jardiner, est-ce que tu es libre?» Alors il m'a proposé, oui, il m'a dit: «Oui, tous les vendredis matins, si tu veux, je peux venir chez toi 4 heures, travailler dans ton jardin». Alors c'était parfait parce que comme, voilà, je devais construire un jardin depuis zéro, donc c'est clair que j'avais besoin de De main-d'œuvre. de main-d'œuvre, de main forte pour, retourner la terre, enfin bref, pour faire ce qu'il y avait à faire, quoi. Mmh. Et donc voilà, Kamal, a été le
premier ouvrier palestinien avec qui j'ai travaillé. Un jour, je lui ai dit: «Kamal, tu peux m'emmener, quelques cruches, de Gaza? Je sais que là-bas, vous êtes des spécialistes, vous les fabriquez bien». Et alors il me dit: «Pas de problème». Le lendemain matin, je vois sur ma pelouse, l'équivalent d'une centaine de cruches. Et je j'ai pas fait le rapprochement avec ce que je lui avais demandé la veille, mais je dis: «Mais d'où ça vient ça? Qui m'a posé ça ici?» Puis je le vois arriver, une demi-heure plus tard, il me dit: «Voilà, je t'ai emmené les cruches». Je dis: «Mais je t'ai jamais demandé tout ce». Je dis: «Je t'en ai demandé 2 ou 3. Pourquoi tu m'en as emmené autant?» Il me dit: «Mais c'est pas cher, tu les vendras aux voisines». Et puis finalement, je les ai pas vendues aux voisines, j'ai craqué parce qu'elles étaient tellement jolies que je lui ai dit: «Tu sais quoi? Je vais les garder toutes pour moi». Et je lui ai payé ces cruches et voilà, et elles sont là jusqu'à aujourd'hui à Yad Ouais, on les Binyamin. a vues, elles sont Ces ici. mêmes cruches, elles sont là et elles accueillent des fleurs encore. Après cette magnifique, période où vous habitez de 96 à 2000, vous avez connu des patrouilles mixtes où il y avait, un policier arabe avec, un, soldat, juif. Oui, Racontez-nous un petit peu ça, comment c'était c'est. assez impressionnant quand on sortait du village, donc on prenait la route. On voyait des sortes de jeeps qui ressemblent un peu aux jeeps de l'armée et effectivement, on voyait des soldats, arabes à côté de nos Srayalim. Je dois dire que c'était assez ahurissant quand même. C'était dans le cadre des accords Dans le d'Oslo cadre des en accords Nahon, 1991. c'était assez étonnant parce que c'était une première pour nous, quoi. Et après, vous dites: «Nous vivions très tranquillement, sans la moindre ombre au paysage. On dit toujours qu'un calme profond précède les plus grands bouleversements. Nous aurions dû nous méfier». Les années sanglantes, deuxième intifada, de septembre 2000 à décembre 2004. Et commencent, les années sanglantes de septembre 2000 à décembre 2004 avec le début de la deuxième intifada. Je veux dire comment ça a commencé, je revois bien cette journée-là où mon mari et moi, nous sommes sortis pour aller au travail et puis on entend aux informations qu'un policier palestinien a tiré sur son il s'était, arrêté pour faire une petite pause et ils étaient, sur le gazon quoi, assis tous ensemble et voilà que se lève un policier palestinien et qui tire sur le khayal israélien. OK, donc la Et c'est patrouille là, mixte, voilà, c'était une la patrouille patrouille mixte. mixte, donc c'est là que tout a démarré, et que les émeutes ont commencé et la l'intifada qu'on a appelée l'intifada Al-Aqsa. Je veux D'accord. dire, il faut toujours donner un nom à Ouais. Alors voilà. pourquoi la intifada à l'Aqsa? Parce qu'on avait, accusé à l'époque Ariel Ariel Sharon. Sharon de vouloir, coloniser la Al-Aqsa, de Mmh. vouloir, s'en emparer, donc voilà. Pour ceux qui savent pas, ça veut dire quoi le mot intifada? Vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est? Intifada, c'est, une sorte de manifestation violente Ouais. envers les juifs pour défendre une cause, quoi. C'était une période vraiment, vraiment, vraiment triste et dure. Je me souviens, je travaillais à Kfar Maïmon à l'époque et le soir, on revenait en voiture et très souvent, il nous arrivait de faire la queue parce qu'il y avait, on croyait que c'était un embouteillage, on se disait: «Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un accident». Et alors on nous disait: «Non, non, il y a pas eu d'accident, mais il y a eu un attentat». Mmh. Alors on sortait de la voiture pour parler, bavarder, qui, quoi, quand, comment et cetera. Et bon, la plupart du temps, on voyait une ambulance et c'était toujours le la terreur: «Qui est dans l'ambulance?» quoi. Parce qu'on nous disait qu'il y avait eu des morts et cetera. Ça, c'était une période très difficile. Ouais, et de cette période, donc quand par exemple vous revenez de Kfar Maïmon ou pas dans la région du Gush Katif, vous passez du barrage de Kissoufim Mmh. jusqu'à chez vous et vous dites la route du barrage de Kissoufim jusqu'à Neve Dekalim, c'était les 30 minutes les plus longues parce qu'ils faisaient, des tirs où, Tout il à fait. il y avait des snipers, Je vais vous faire un aveu, Ethel. Heu, Parfois, je savais pas si j'allais rentrer chez moi vivante. Mmh. Je savais pas. Puisque hier, c'était un tel, avant-hier, c'était un tel. Ce soir, ça pouvait être, voilà quoi. Et vous dites même Donc que vous avez culpabilisé un petit peu pour vos enfants, «Est-ce que je prends un risque?» on va dire que je me suis posé des questions. Culpabiliser, non. Mmh. Pourquoi? Parce que, j'étais, profondément, profondément sûre de la comment dirais du côté vrai et légitime de notre présence au Gush Katif. Je veux dire donc je dis: «Mais attends, mais on est chez nous ici». Je veux dire donc je vivais le danger comme si on l'avait,
si j'habitais Paris et qu'il y avait aussi, en ce moment, c'est pas toujours très sûr, Mmh. d'habiter certains endroits à Marseille ou même à Paris. Donc je le vivais comme ça. Je me dis: «Bon, bah, j'habite cet endroit, mais je vais pas partir pour autant. On est ici chez nous» et bien sûr, on avait la Emouna en se disant: «Dieu nous protège et c'est lui qui décide quel sera notre sort». Malgré tout, vous affirmez que le Gush Katif n'est pas plus dangereux que Jérusalem ou Hadera. Lorsqu'il arrive malheur sur nos routes, nous le prenons pas comme une conséquence d'habiter telle ou telle région, mais plutôt comme une épreuve et une volonté incompréhensible à notre entendement. Expliqué Vous tout dites à l'heure. qu'en gros, s'il y a des attentats à Tel Aviv, demain, on va pas fermer la ville de Tel Aviv Non, pour autant. non, non, C'est non. ça ce que vous voulez Tout à dire? fait, tout à fait. On est en Eretz Israël, on est chez nous et on est venu habiter ici sachant que c'est un pays qui est en guerre, mais malgré tout, ce pays, c'est notre maison et il n'est pas question qu'on l'abandonne. Donc malgré, tous les événements qui sont en train de se passer, c'est devenu une habitude et vous commencez à composer avec cette nouvelle réalité Tout à fait. et vous racontez une anecdote hyper marrante Ah, dans le livre, qu'à un moment au mariage de Kissoufim, on vous donne, 2 gilets pare-balles pour vous et votre mari ah oui. et là votre mari il dit: «Mais imagine ta tête avec, ton kissou, le gilet Ouais. pare-balles» Ah mais il en était pas question, en la et vous en seconde avez rigolé ah oui, vous on avez a regardé les gilets pare-balles, vous avez dit: on «Ça a y est, c'est» rigolé, j'ai dit: «Mais» on s'est dit: «Mais il en est pas question une demi-seconde qu'on mette un gilet ou une casda sur la tête, il manque plus que ça que maintenant, pour rentrer chez nous, on doit rentrer comme des cosmonautes, quoi» mmh. et donc on a refusé. D'ailleurs après j'ai appris avec soulagement que nous n'étions pas les seuls à avoir refusé, que tous les habitants du Gush Katif ont refusé de porter Mmh. ces gilets et ces casques sur la tête, quoi, en Mmh. disant: «L'armée est là, on est chez nous, il y a pas de raison». Vous avez rigolé à la situation, c'est ça qui est très fort. Ouais. Et on a dit que le centre névralgique de tous les problèmes, ça devient, le Gush Katif, cette région-là, même si les attentats, ils sont aussi à Jérusalem et dans d'autres villes en Israël. Mais là, ça pose problème parce que c'est vraiment récurrent, c'est tous les jours des Tous les attentats. jours, tous les En jours. plus, il y a, les roquettes et vous parlez une pluie de ballons, une pluie de roquettes pour expliquer à vos enfants et aussi, vous faites une analogie frappante entre les 6 000 bombes pour 6 000 habitants, une Ouais. bombe par Ah mais habitant et mamache. il y a même un livre qui s'appelle Al-Anissim où, sont racontés par, les habitants du Gush Katif tous les miracles qu'il y a eu, contre les 6 000 roquettes et les 6 000 habitants. Cette analogie que vous faites, racontez-nous un petit Narod peu, alors je voudrais raconter un des miracles que mon ouais. mari a vécu. Un jour, il revenait je sais pas, peut-être de la synagogue ou de l'école, je ne sais plus trop et puis, effectivement, une roquette est tombée et bon, elle est pas tombée près de lui, mais elle est tombée dans un endroit un peu plus loin et il a vu une femme donc, qui était dans l'endroit où la roquette est tombée et donc la première réaction, son premier instinct à cette femme, c'était de se plaquer contre le mur en ouvrant les bras. Mmh. Et alors il raconte, c'était vraiment impressionnant, qu'une fois que la roquette était tombée et ben, sur le mur, on pouvait voir le dessin, le contour quoi de cette femme comme, je sais pas moi, comme dans les Lucky Luke quoi. Waouh! Genre où on voit, voilà, tout autour, il y avait des trous qui avaient été causés donc par cette roquette-là et elle, et ben, elle était restée intacte. Ouais, c'est Rien ne fou. l'a touchée. C'est une histoire Mmh. extraordinaire et ça, il l'a vu. Je veux dire Et donc même vous, une autre voilà. anecdote, quand votre amie, elle vous appelle, Moi au secours, elle était ouais. à Kfar Darom, je crois? Non, 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 elle était Mmh. à Neve Ah, elle Dkalim. était à Elle Neve habitait Dkalim? alors elle habitait le mur mitoyen avec Khan Younes. C'est-à-dire OK. vraiment sa maison était collée au mur de Khan Younes. On voyait tout Khan Younes depuis chez elle et un jour c'était un jour où il pleuvait beaucoup de bombes comme ça et elle m'appelle, elle hurle au téléphone, elle me dit, «Gisèle, un Batsmar est tombé dans mon salon» et là, ni une ni deux, mais vraiment j'ai pas réfléchi. Je sais pas si c'était inconscient de ma part, je n'en sais rien, mais bon, c'est voilà, ça c'est mon corps qui a parlé, quoi. J'ai dit à mes enfants, alors que nous aussi, je veux dire, on craignait, quoi. J'ai dit à mes enfants: «Vous restez là, vous bougez pas, je reviens» et je cours et autour de moi, les patsmarim qui tombent au-dessus de ma tête. Je me suis dit: «Mais où je vais? Les Où je vais Patzmarim, c'est rentrer?» les Les obus. patsmarim, c'est les obus Ouais. et je me disais: «Mais où je vais? Mais et si ça me tombe dessus?» mais d'un autre côté, j'avais en tête Patricia et j'ai dit: «Allez, allez, je fonce, je fonce, je fonce» et bon, il y en avait quand même pour 10 minutes, hein, de marche et j'arrive chez Patricia, je tombe là-bas et puis je vois effectivement son salon avec un énorme trou au milieu.
Elle était dans la cuisine à ce moment-là, Dieu merci, ce qui fait qu'il y a pas eu, de dégâts au niveau des personnes qui vivaient dans la maison, mais elle était sous un choc terrible et quand, d'ailleurs les ambulanciers sont venus, l'un d'eux, c'était mon voisin, il me dit: «Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu es pas avec tes gosses?» Je lui dis: «Bah, Patricia m'a appelé». Mmh. Il m'a dit: «Retourne chez toi et va surveiller tes enfants parce que ça tombe de partout». Une autre histoire aussi qui est mignonne quoi et on a l'impression que Hachem nous fait des clins d'œil de là-haut, des sourires comme ça, pour nous dire: «Allez, je m'amuse avec vous moi aussi». Il y avait un jour, comme ça des enfants qui jouaient dans la cour et évidemment les jeux de nos enfants là-bas étaient toujours tournés autour du thème de ce qui se passait quoi, des événements et alors, il y a un jeu je crois en français qui s'appelle 1, 2, 3 soleil. Et où il faut se cacher et après, voilà. Alors, ils ont inventé le jeu 1, 2, 3 Patsmar et donc à chaque fois qu'on criait Patsmar, il fallait aller se cacher et alors c'est ce que faisaient les enfants: 1, 2, 3 Patsmar! 1, 2, 3 Patsmar! 1, 2, 3 Patsmar et le Patsmar tombe et les enfants entre-temps avaient eu le temps de se cacher et donc d'être protégés. Aujourd'hui, il y a une vidéo qui circule où on voit, des jeunes qui ont des petits enfants qui ont, 4-5 ans. Ils jouent aussi, à ce jeu, mais sauf qu'eux, ils jouent à cache-cache et ils imitent la sirène, l'alarme Oh là là, et ils vont se cacher. waouh! Donc voilà. Vous avez des mamades? Pas du tout, non, ça n'existait pas le Donc mamad. comment on se s'abritait? Ah, comment s'abriter? On s'abritait pas. Hein? On s'abritait pas, tout simplement. Pourquoi? Parce que nos maisons, c'était des cubes de béton avec un toit, au-dessus et c'est tout quoi, Et protégé les quoi. sirènes, vous avez combien de temps pour vous abriter, On avait alors nous, c'est nous chez nous, les obus tombaient, par groupe de 3. Donc ça on Mmh. savait qu'il fallait attendre 1, 2, 3 et une fois que le troisième était tombé, alors on était tranquille. Ouais. D'ailleurs les obus, c'était quoi à l'époque? C'était des grosses boules de environ, je sais pas moi, 20 centimètres de diamètre qui étaient remplis de clous et de morceaux de verre. C'était ça les obus et évidemment quand ça a explosé, bon, ça explosait dans tous les sens et Ouais. d'ailleurs on a le fils d'une amie, qui a eu, je crois une centaine d'éclats de verre Mmh. et donc voilà, bah, il a ces éclats de verre en lui, quoi. Donc vous dites, il y a 6 000 obus qui sont tombés et 6 000 habitants, mais il y a eu aucun dégât sauf un. Il y a eu une personne, une fille Nahon, qui est Jen morte la Nahon. veille de Kippour. Ouais, C'est l'obus de trop, ouais. vous Vous dites? pouvez pas savoir combien on a été touchés par, la mort de cette petite jeune fille qui faisait son Cherut Leumi là-bas, qui était américaine et ça nous a véritablement touchés, comme s'il y avait eu, je sais pas moi, 1000 personnes qui étaient parties, quoi. Mmh. Parce qu'on s'était habitués au miracle, c'est pas possible, il peut rien nous arriver, il peut rien arriver à personne. Puis voilà que ça arrive et en plus la veille de Kippour, donc je vous cache pas que ça nous a bouleversés et ça nous a fait je sais pas, je pense que ce Kippour-là, notre, introspection a dû être, beaucoup plus Mmh. sincère et profonde. Vous évoquez, 2 attaques qui vous ont profondément touché, celle de Miri Amitai. Myri, c'était, une femme exceptionnelle, une femme d'une gentillesse mais remarquable, qui était la prof d'histoire de ma fille et le matin où elle a été tuée donc je me souviens ma fille m'a dit, «Maman, tu as des pièces, ou des billets, français?» J'ai dit: Ouais, si peut-être, pourquoi faire?» Elle me dit: «Myri, qui est notre prof d'histoire donc nous a demandé d'emmener, des pièces ou quelque chose qui vient de France parce qu'aujourd'hui on va parler sur Napoléon» et donc elle voulait, voilà, parler de la France, de la culture française et cetera. Donc j'ai donné les pièces à Vital et je me souviens, mon mari, qui me téléphone à 7h30 qui me dit, «N'envoie pas encore Avital à l'école. Il y a eu un attentat à Kfar Darom. Apparemment, on ne sait pas encore, mais normalement Myri était dans le bus puisqu'elle devait enseigner à 9h, à l'école». Donc voilà et effectivement, la nouvelle s'est confirmée et Myri a été tuée dans l'attentat de l'autobus de Kfar Darom. Et le Ouais, deuxième événement marquant, c'est Tali Atuel. c'était hallucinant. C'était un jour où, les familles s'étaient, engagées comme ça à aller devant les bureaux de vote. C'était le jour où il y avait le fameux référendum. Donc, Quel fameux référendum pour ceux qui c'était pour savoir est-ce qu'il faut se «débarrasser» entre guillemets du Gush Katif ou est-ce qu'il faut le garder? Et donc, notre rôle à nous, c'était aux habitants du Gush Katif, c'était d'aller devant les bureaux de vote
et de leur dire: «Non, il faut pas, regardez c'est quoi Gush Katif» et on leur décrivait le Gush Katif parce que très souvent, beaucoup ne savaient pas c'était quoi. Ils ne savaient Mmh. pas du tout. Ils Ouais. pensaient je veux dire, ils pensaient que le Gush Katif c'était, un village, de sauvages qui avait 2 revolvers sur les côtés quoi, un peu comme De dans cow-boy, quoi. voilà, des cow-boys C'est un exactement. Mais quand nous, on venait, on leur expliquait et cetera, au moins avant de voter, ils avaient sur quoi réfléchir. Et là, en rentrant chez nous le soir, là aussi, on entend, aux informations que donc, Tali Hatouel était partie donc, avec ses enfants pour aller s'installer devant un des bureaux de vote et sur la route, ben, le terroriste qui lui a tiré dessus, et là, il s'est approché de la voiture et il a vérifié que chacun, Mmh. voilà, Elle était dans la voiture, il y avait ses 4 filles, elle était enceinte, du Nahon, petit garçon et là, vous Nahon. faites un petit astérix qui est pour moi le plus important. Alors le mari de Tali, il a construit une nouvelle vie, il s'est remarié, a eu d'autres enfants et pour la brit mila de son fils, il a demandé au père de Tali d'être, le sandak. Je trouve ça extraordinaire et voilà, cette volonté de vivre, de continuer et je ne vous cache pas, Ethel, que quand je pense à Yarden Bibas, immédiatement je fais le rapprochement et je me dis: Moi aussi. «J'espère» à lui ou aussi à Elisha Arabi et je me dis: «J'espère qu'eux aussi vont reconstruire leur vie et que de nouveau on ils entendront dans leur maison les, voilà, les voix des bébés». Moi, j'ai l'impression que le livre que vous avez écrit il y a 20 ans, vous l'avez écrit aujourd'hui. Ah oui. Ouais, j'ai l'impression que les événements, ils font écho aujourd'hui Oui. et après tous ces événements-là, cette période, sanglante, de septembre 2000 à décembre 2004, 4 années, on est un peu dans le flou, on ne sait pas trop. Il y a une annonce décisive qui a été faite, lors d'une conférence de presse à Herzliya et là, le premier ministre de l'époque, Ariel Sharon, il annonce officiellement son intention de démanteler les localités du Gush Katif. Ça va marquer un tournant majeur, pour tous ses habitants, dont vous, parce que comme, le titre de votre livre le dit, les petites histoires qui font la grande histoire. Comment une famille française de nouveaux immigrants arrive, dans le Gush Katif et devient, de spectateur à acteur et à partir de là va commencer, une lutte. La résistance. Alors la résistance, il y a plusieurs fronts qui vont se mettre en place. Déjà, l'information. Donc, dans un premier temps, vous allez, faire une opération d'information justement pour sensibiliser et expliquer. Racontez-nous en quoi ça consiste? Alors l'information, il y a eu une opération qui s'appelait le porte-à-porte, qui était extraordinaire, où des personnes et des lycéens aussi, les lycéens ont quitté l'école, des personnes adultes ont quitté leur travail pour s'engager dans cette campagne d'information et il s'agissait de faire véritablement du porte-à-porte, c'est-à-dire de toquer aux portes De et n'importe de qui, dans n'importe quelle vie? n'importe quelle Vous aussi, vous ville, l'avez fait? à Vous Tel êtes Aviv non, moi partis? personnellement, non, mon mari l'a fait. Ouais, Il fallait que quelqu'un reste à la maison pour ouais. s'occuper des enfants. Il l'a fait, il s'agissait donc de frapper aux portes, pour parler du gouche, pour faire connaître le gouche et cetera. Je vous cache pas que l'accueil n'était pas toujours chaleureux. Parfois, il y a des gens qui ne voulaient pas recevoir, «Non, non, j'ouvre pas, ça m'intéresse pas, retourne d'où tu viens» et parfois, il y avait des gens qui ouvraient leurs portes et qui étaient intéressés à entendre: «Oui, c'est quoi le gouche catif?» et moi, il y a une anecdote qu'un des jeunes a racontée qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup marquée et émue. C'est un jeune qui allait à Tel Aviv faire du porte-à-porte. Il a été reçu par un bonhomme là-bas qui l'a fait rentrer chez lui et donc il est arrivé avec des tomates cherries, des salades, des fruits pour lui dire: «Voilà, Gush Katif, c'est aussi, Une région une agricole, région agricole, et qui produit énormément de florissante, choses, ouais. très florissante, qui produit Mmh. énormément, aussi bien pour, Israël que pour, l'extérieur, que pour l'exportation» et donc voilà cet homme-là qui écoute attentivement et puis à un moment, il éclate en pleurs et il lui dit: «Mais quel âge tu as?» 17 ans. Il lui dit: «Mais moi mon fils, il est sur la plage, il est en discothèque et toi tu te bats pour ton pays». Et moi ça m'a bouleversée cette histoire-là parce que, j'ai réalisé à quel point, par cette campagne d'information, on était en train de faire prendre conscience aux Israéliens quoi, ce qui était en train de se passer quoi. Donc voilà et à part ça, bon, il y a eu d'autres moyens aussi de Ouais. se manifester, la chaîne humaine. Voilà, alors je vais vous montrer une petite photo par rapport à ça. On y va? Waouh!
Alors Je suis tellement fière d'avoir fait partie de cette chaîne, je suis là-dedans quelque part. Ouais, je vois de quoi on parle. ouais. Ouais. Ah mais j'ai franchement, j'ai pas pu m'empêcher ce jour-là de je suis revenue, 20 ans en arrière. Ça Alors, c'est on clair, va mais justement c'est la chaîne clair. humaine, donc je vais juste dire, la chaîne humaine, c'est une chaîne qui partait de où à où Alors qui exactement? partait du Marsum de Erez, OK, le Marsum, c'est le barrage, oui, du barrage, le checkpoint d'Erez, voilà, par OK. rapport à la bande de Gaza, jusqu'au Qui côté à Jérusalem. Si je me trompe pas, je crois qu'il y a eu 500 000 personnes qui ont participé à cette, chaîne humaine. Dont 300 000, 250 000 je crois à Jérusalem, qui étaient là-bas, qui avaient, littéralement bouché tous les axes de Jérusalem. J'avais ma sœur au téléphone, moi j'étais près d'Ashkelon, elle était, Rehov Yafo à Jérusalem et qui me disait et elle me racontait: «Tu veux pas savoir ce qui se passe ici à Jérusalem?» Moi je lui disais: «Tu veux pas savoir ce qui se passe ici près d'Ashkelon?» Et donc c'était, waouh, c'était quelque chose d'extraordinaire et je me souviens que les hélicoptères passaient, ils voulaient s'assurer qu'il y avait aucun trou dans la chaîne. Non seulement il y avait aucun trou, mais en plus il y avait des endroits où on était, 2, 3, 4. tout le monde s'est mis, aux alentours, aux abords de l'autoroute, en fait. Voilà, là où il habitait ou bien là où il voulait venir et puis Et non, j'ai du pas le coup, là, je vous souvenir. ai montré la photo donc de la chaîne humaine en 2005, Ouais. mais il y a une autre chaîne qui a été faite, pour le rapatriement, des corps, de la famille Bibas, et on a les mêmes photos où ils sont habillés, en orange aussi et là, on voit aussi, les hélicoptères qui prennent la même photo. Comment Ouais. vous avez vécu Bah cette journée où ça faisait écho à la chaîne humaine que c'est vous avez fait 20 ans clair, plus tôt? je compte faire un rapprochement entre la chaîne, humaine que nous avions fait à l'époque pour, voilà, pour, manifester contre le démantèlement du Gush Katif et la chaîne humaine, qui a été fait pour, soutenir, la famille Bibas. Aussi une des résistances que vous avez mis en place, c'est, le sport local. Alors ça consiste en quoi, ce sport local vous avez à un moment, ils vont vouloir arrêter, de faire rentrer les gens dans le Nahon, Gush Katif et au Nahon, barrage de Kissoufim, il y a des gens qui se cachent dans les buissons. Ils attendent des voitures pour rentrer, Nahon. dans le Gush Katif et vous êtes là en Nahon. voiture. Alors ça a commencé comme ça. Ça a démarré au mois de juin, je reçois un coup de fil de la Moatsa, c'est la mairie locale et on me dit: «Écoute, on a besoin de beaucoup de monde ici, pour lutter quoi». Parce qu'on pensait, l'armée pensait, que s'il y avait un nombre, assez élevé, si je me trompe pas, c'était 200 000 personnes, alors, ce serait pas possible de faire le guérouche. On pourrait pas sortir les habitants D'évacuer s'il y avait de d'évacuer Nahon, s'il y avait là-bas plus de 200 000 personnes. Donc le but, c'était de faire rentrer un maximum de personnes. Et alors donc je reçois un coup de fil, où on me dit: «Est-ce que tu es prête à recevoir des gens chez toi? Parce qu'il faut qu'on fasse rentrer du monde et il faut qu'ils aient où vivre». Alors je dis: «C'est quoi des gens?» On me dit: «Bah, c'est toi qui choisis, une famille, des jeunes». Alors je dis: «Écoute, une famille, ça va être difficile parce que j'ai pas un grand appartement, je pourrais pas libérer les trucs, mais des jeunes, pourquoi pas?» Après je dis: «Oui, mais attention, des jeunes, des filles», parce que j'avais des filles, je voulais pas de garçons, voilà, pas que j'ai pas de problème et donc j'ai accepté d'accueillir des jeunes filles et j'ai eu 4 jeunes filles qui sont venues habiter chez nous, à la maison, pendant 3 mois. Elles faisaient partie de la maison, mes mamaches, comme, mes filles et donc on a eu ces 4 jeunes filles qui sont venues habiter chez nous, qui se sont transformées après en 8. On avait 8 personnes, elles mettaient des matelas par terre, des sacs de couchage, 8 personnes en plus dans une maison où il y a déjà, où il y a déjà, Baruch Hashem, on était déjà 9 personnes 9 puisque j'avais personnes. 7 enfants, Nahon et mais c'était sympa, franchement, c'était une ambiance vraiment très, très chaleureuse, très mignonne. Votre Heu, mari, il a une carte, de la mairie où, il peut faire entrer, oui, parce qu'il beaucoup de était personnes. volontaire dans la police. Voilà et il a une voiture de 8 places. Nahon. Donc là, vous élaborez des couvertures où vous dites aux gens: «OK, toi tu t'appelles, comme ça, toi Voilà, tu t'appelles comme Nahon, on ça». leur donnait, entre guillemets «les pièces d'identité de nos enfants» et donc on les faisait passer pour nos enfants et donc mon mari faisait rentrer comme ça Mmh. des jeunes Le camion laitier qui revient vide et après il revient plein et en à fait, il était l'intérieur de rempli la de gens. cuve, Nahon, j'ai même une histoire amusante d'un voisin qui avait une voiture avec un tender, derrière et un jour il s'est fait arrêter au Marsum et on lui dit: «Ouvre, ton bagage». Je lui dis: «Écoute, j'ai là-bas 2 chiens, féroces qui sont des chiens, spéciaux quoi, et des chiens dressés et je tiens pas à les perdre, je tiens pas à ce qu'ils sautent et en plus ils sont dangereux, ils peuvent vous sauter au cou». Alors les chayalim donc qui étaient au barrage lui disent: «Non, non, ouvre».
ouvre. Et alors, il ouvre quoi délicatement et là, il entend des aboiements furieux. Alors le soldat lui dit: c'est bon, tu peux refermer». En fait, les aboiements furieux, comme vous pouvez le deviner, c'était des copains à lui qui C'était des s'étaient gens. cachés dans la remorque, quoi, et qui avaient donc imité l'aboiement du chien pour faire croire qu'il y avait pas d'homme là-bas et donc comme ça, on a réussi à faire rentrer pas mal de jeunes à l'intérieur du Gouche. D'abord, ça nous soutenait à nous, ça nous vraiment, ça on se sentait pas seul, quoi. On avait toute cette jeunesse autour de nous, donc ça nous remontait le moral et en plus, ils aidaient, mais énormément. Ils allaient, donc ils remplaçaient d'abord déjà les ouvriers arabes dans les hamamot, c'est-à-dire à la Les cueillette, serres, ouais. voilà, dans les serres et voilà et c'était vraiment une belle, curieusement, ça me fait drôle de dire ça, une belle période. Ouais, Pourquoi? beh, Parce qu'il y avait vous le beaucoup dites. d'entraide, beaucoup de gentillesse. Et dites-nous l'apparition de la couleur orange Alors non, la couleur orange, hem, c'est une couleur elle n'est pas du tout apparue pendant la lutte. C'est une couleur bien, antérieure. voilà, antérieure à la lutte et c'était la couleur que la Moatza avait choisie et le Gush Katif avait choisi sa couleur, c'était orange. Et nous aujourd'hui en 2025, bah, c'est la couleur jaune qu'on porte pour nos otages. Voilà. Mais à l'époque, c'était le bracelet orange et tout le monde était en orange. Autre moment, c'est le rôle, de la jeunesse Mmh. et celle de, vos filles en particulier qui étaient toutes, hyper actives, à leur façon. Racontez-nous un petit peu. Les garçons étaient encore petits, étaient encore jeunes. Donc ils vivaient plutôt les événements. Mmh. Mais, mes filles étaient très actives, chacune à sa manière. Alors, ma grande, elle, c'était, parler, elle savait bien parler. Et ma deuxième qui s'est engagée véritablement, elle est venue me voir un matin, elle me dit: «Maman, je voudrais rentrer dans la lutte, mais pour ça, il faut que je lâche mes études. Qu'est-ce que tu penses?» Alors j'étais, waouh! Embêtée. C'est une question, pas facile. Je lui ai dit, «Écoute chérie, c'est ta vie, c'est toi qui dois prendre la décision. Moi, je peux pas la prendre pour toi. Mais quand même, je voudrais te dire, dans si Dieu veut, quand tu seras mariée, peut-être qu'un jour, un de tes enfants te dira: "Maman, qu'est-ce que tu as fait à l'époque, du Gush Katif?"» J'ai dit: «Et toi, tu raconteras ce que tu as fait». Elle m'a dit: «Bon, j'ai compris, je lâche mes études» et donc elle a lâché ses études d'ingénieure qu'elle faisait à l'époque pour, rentrer véritablement dans la lutte, mais de manière très, très intensive. Elle a fait partie d'une cellule qui s'appelait le Le Takatom, Takatom. Nahon, qui était une cellule d'étudiants, dont le but était donc d'informer les étudiants dans toutes les universités et aussi dans les rues de toutes les villes d'Israël, quoi. Ils s'arrêtaient au carrefour, ils expliquaient, ils distribuaient des flyers et cetera et donc elle faisait partie donc de cette organisation et donc elle était vraiment très, très, très active et à un moment, certains d'entre eux ont décidé donc effectivement de faire la grève de la faim. Elle a fait la grève de la faim pendant, 10 jours. Elle était installée face à la Knesset. D'ailleurs à l'époque, aujourd'hui on parle de lui aussi, ministre Ayoub Kara qui est druze donc, qui était venu soutenir tous ces étudiants qui avaient fait la grève de la faim parce que lui aussi, s'était, comment dirais-je? S'était prononcé contre le démantèlement du Gush Katif. Et il y a aussi, les Shabbatot ouverts et les maisons ouvertes. Alors Ah racontez-nous les Shabbatot. c'était merveilleux, c'était magnifique, c'était véritablement magnifique. J'avais une très grande terrasse. Cette terrasse, je l'avais construite, l'intention était au départ, je me suis dit: «Bon, ben, nos enfants vont se marier, il y aura Shabbat Khatan, Bar Mitzvah et cetera». Donc cette terrasse, ben, voilà, elle servira à cela. Donc elle pouvait contenir beaucoup de monde et quand il y a eu cette opération, porte ouverte et cetera. Je veux dire, le Shabbat, on mettait plein de tables sur cette terrasse, plein de chaises et on ne savait jamais combien de personnes allaient venir. Alors on cuisinait, on cuisinait, on cuisinait, on cuisinait. Au pire, on s'est dit: «Bon, ben, on a des boîtes de thon et des boîtes de maïs si jamais», et je me souviens d'un Shabbat où, ma fille me dit, «Combien je mets d'assiettes?» J'écoute «Mets-en une trentaine et puis on verra» et ce fameux Shabbat, on a été 42 personnes à table. Des jeunes qui arrivaient comme ça, «V On peut manger avec vous, il vous reste quelque chose à manger?» C'était les fameux jeunes donc qu'on avait,
qui venaient et qui dormaient, Mmh. dans les salles de classe ou alors chez des familles, peu importe, mais qui habitaient quoi avec nous, pendant cette période. Donc Shabbat, bah, ils se promenaient parmi les familles et Pendant 3 mois, votre voilà. maison de juin à août, Ah, elle elle va était être ouverte, mais ouverte complètement, complètement. à tout le monde. Il y Celui avait qui aucune veut rentre. intimité, Rien, comment rien. la famille a réussi à vivre dans ça? Mais Comment on se écoutez, eh retrouve? ben, je vais vous dire, on vivait tous dans une sorte d'euphorie extraordinaire. Je veux dire, aussi bien les enfants que nous. Les enfants, au contraire, étaient très excités de voir toute cette agitation et parce qu'il se passait des choses, quoi. Tous les jours, il se passait des choses dans notre, village. Donc au contraire, les petits, pour eux, bon, ben, on s'ennuyait pas, quoi. Mmh. Et les grandes, ben, oui, elles sentaient qu'elles faisaient quelque chose et voilà et qu'on fait partie de l'histoire, ma mâche, qu'on fait partie de l'histoire. Mmh. Et vous avez parlé d'un autre épisode, celui de Kfar Maïmon, où, Ouais, il y a eu une opération qui a été un peu, avortée. ouais, ouais. Ça, je Racontez-nous. peux pas oublier que Maïmon, c'était assez impressionnant. Quelques jours avant le Guérouche, donc on a entendu qu'il y avait beaucoup d'Israéliens, quoi, qui venaient de tout le pays pour essayer de faire une marche vers le Gush Katif. Évidemment, on les a arrêtés à un moment et on les a détournés et donc ils sont arrivés sur Kfar Maïmon. Donc eux, le but de tous ces bus qui ont C'était été de venir au affrétés de Gush tout Katif, c'est Israël, clair, de venir à de Kissoufim. rentrer au Gush Mais on Katif. les a détournés, l'armée les a détournés, la police les a détournés et donc ils sont arrivés à Kfar Maïmon. Alors nous, on voulait voir ça, on voulait pas rater ça, on voulait faire partie de ce mouvement de masse, mais à l'époque, on ne sortait pas comme ça du Gush Katif. On pouvait plus sortir. Mmh. Et donc, comme mon mari avait sa maman qui habitait Kfar Maïmon, donc avec ce «prétexte-là» entre guillemets, en disant, «Ma mère ne se sent pas bien parce qu'elle sait qu'on est ici au Gush Katif, elle est très inquiète pour nous. On est obligé d'aller la voir pour la rassurer, donc laissez-nous passer» et donc comme ça, on nous a laissé passer. On est arrivé à Kfar Maïmon et là, on a découvert, moi, j'ai appelé ça Yetziat Mitzrayim, la La sortie sortie d'Égypte. d'Égypte. Ah, c'était impressionnant. C'était Mmh. impressionnant. Des colonnes mais de partout, des tentes installées. Ma belle-mère qui n'arrêtait pas de cuisiner pour les uns, pour les Mmh. autres et cetera. Sa maison, elle aussi, est devenue une maison complètement ouverte où on rentrait pour aller aux toilettes, où on rentrait pour prendre une douche. Ça a duré un peu moins d'une semaine, Parce mais qu'eux, ils pensaient pouvoir c'était rentrer, y dans le Gush penser Katif tous et ensemble dans un puis, seul bloc. Nahon, y penser et en restant là-bas d'ailleurs, ils espéraient que oui, on obtienne l'autorisation de se diriger vers le Gouche, mais c'est évident que cette autorisation n'est pas venue et donc je me souviens, ça je me souviens, j'ai pleuré à ce moment-là, lorsque Pleurer de le ra je crois que d'Itragshut, c'était d'émotion. le rabbiner qui a pris la parole et qui a dit: «On s'arrête là, on ne continue pas plus Mmh. loin». Le rôle des rabbinim. Donc vous avez eu beaucoup de support. Vous avez fait aussi beaucoup de questions au Rav, le Rav, Mordechai Mordechai Eliaou, Eliaou. c'était notre référence. Il y a le Rav Aviner, il y a le Rav Uri Cherki. Oui, attention, le Rav Cherki était hébergé chez nous pendant, plus d'une semaine, et on a passé là aussi un moment, très sympa. Donc évidemment que tout le monde était contre, le Guérouche et que tous ces rabbinim-là sont venus pour, nous soutenir. Mmh. Mais quand ils ont Mmh. vu l'enjeu, que Dieu nous en préserve, on risquait d'en arriver à à je sais pas si on peut dire une guerre fratricide, mais peut-être, je n'en sais rien. Mmh. Mais en tout cas, donc ils ont été prudents et ont dit: «On on arrête là, quoi». Pour nous, le Rav Mordechai Eliaou, c'était notre référence et tout ce qu'il disait, on le prenait au mot, quoi et donc le Rav Mordechai Eliaou nous a tenus dans cette émouna qui consistait à dire: «Le guérouche n'aura pas lieu» et on n'y croyait pas. Mais sincèrement, on n'y croyait pas. On faisait évidemment toutes les manifestations, on faisait tout ce qu'il y avait à faire parce qu'encore une fois, voilà, la doute qu'on doit faire, nous aussi, on doit faire quelque chose, mais on disait: «Le guérouche n'aura pas lieu, le guérouche n'aura pas lieu, il y aura un miracle, c'est clair, c'est pas possible qu'une chose pareille puisse se réaliser». Jusqu'au jour où et c'était la date donc fatidique, qui avait été donnée par le gouvernement. À partir de ce moment-là, le Gush Katif donc devenait une zone, interdite, Ouais. Faut savoir aux qu'à partir d'un aux moment, la Israéliens. zone, elle a été Nahon, fermée d'accès. On pouvait plus voilà, rentrer dans le Gush voilà, Katif, on pouvait que sortir. Donc elle a Nahon, été déclarée zone militaire. voilà, exactement. Et donc là, je me souviens, je reçois un message sur mon portable, qui était un un waouh, c'est difficile de pas avoir les larmes aux yeux quand j'évoque cette chose-là. Je reçois un message du Rav Mordechai Eliaou, enfin on,
tout le monde quoi, les habitants, qui nous dit: «La Gzéra est tombée, le Guérouch aura lieu» et là, c'était pour nous vraiment c'était l'effondrement quoi. Parce que comme il était celui à qui on s'était accroché quoi, durant toute cette période-là, donc à partir du moment où lui, c'était comme notre père quoi, il nous disait: «Bon ben, le Guérouch aura lieu» et ben, je me souviens, j'ai dit à mon mari: «Bon, OK, alors on va chercher les cartons». Mmh. Parce que jusqu'à maintenant, le Rav Mordechai Jusqu'à Eliaou, il a dit: «Ne faites pas les cartons, ne faites pas les Non, cartons». il a pas dit: «Ne faites pas les cartons», parce que je me souviens qu'on avait posé la question, est-ce Ouais. qu'il, enfin des personnes avaient posé la question: «Est-ce qu'il faut faire les cartons ou pas?» et il avait dit: «Pour ceux qui ont une crainte, oui, faites-les. Pour ceux qui veulent prendre des mesures de sécurité, alors enfermez dans vos cartons des objets précieux comme des livres, de Torah, des tefilines, des enfin bref, Mmh. des choses, auxquelles vous tenez et pour ceux qui ont la Emouna, ce n'est pas la peine de faire les cartons». Et nous, on estimait qu'on faisait partie du groupe de ceux qui ont la Emouna et par conséquent, ma maison est restée intacte, c'est-à-dire avec bouquet de fleurs sur la table, panier de fruits aussi, sur la table quoi, jusqu'au dernier moment. Jusqu'au dernier moment. Jusqu'au dernier moment et quand mon mari est allé chercher les cartons d'ailleurs, on les a pas remplis. C'est pas qu'on a commencé à faire nous les cartons. On a refusé, les Chayalim, bon, passaient, dans les maisons pour voir un petit peu où chacun en était et où ils nous ont dit: «Vous savez, vous devez partir donc voilà, faut faire les cartons» et je me souviens leur avoir dit: «Moi, je déménage pas de mon plein gré. Si c'était moi qui déménageais de mon plein gré, j'aurais fait les cartons avec plaisir, et parce que je suis organisée et cetera. Mais là, je déménage pas de mon plein gré. Donc Moi, je veux pas c'est quitter ma les maison. soldats qui ont fait les Vous cartons. voulez, mettez-vous en carton» Ouais. et donc c'est les soldats qui ont mis comme ils pouvaient, les choses en carton et qui ont écrit sur chaque carton qu'est-ce qu'il y avait et cetera. Mais donc voilà, Et c'était, c'est transition avec ma prochaine question. oui, Vous parlez de la question de la foi et de la Emouna. ouais. C'est quoi pour vous la Emouna, Gisèle, à ce moment-là, dans votre vie? Ma Emouna à ce moment-là, elle était, je sais pas si je peux employer le mot aveugle, mais, on vivait des moments tellement extraordinaires qu'on était sûr que quelque chose d'extraordinaire allait se passer. Mmh. On était certain. Et donc notre émouna, c'était de dire: «Le guérouche n'aura pas lieu». Il va se passer quelque chose, quoi? On savait pas. Ouais. Soit quelque chose de Ouais, surnaturel, soit soit une quelque chose catastrophe, soit soit on savait pas quoi, mais c'était évident qu'on n'allait pas quitter le gouche. Donc voilà, notre émouna d'ailleurs, je voudrais raconter une petite anecdote. Quand, on était à Jérusalem après avoir quitté le gouche, qu'on était à l'hôtel, un jour, il y a un groupe de Haredim qui est venu, voir des familles. C'est une famille qui m'a raconté ça, et qui leur a dit, «Enseignez-nous la Emouna. On en vit la Emouna, que vous avez exprimée pendant toute cette période-là. Enseignez-nous. Dites-nous comment vous avez fait pour avoir cette Emouna». et dans un dernier élan d'espoir, il y a, Tfilat Hanéharot. Alors, c'est un petit astérisque que vous avez mis en bas. Oui. Vous avez dit que vous êtes partis à la synagogue le dernier jour, Nachon. de l'expulsion J et au moment où vous êtes partis, il y a toutes les jeunes filles qui, adolescentes qui ont chanté et ça a duré, très, très Ça a longtemps duré plusieurs jusqu'à, heures, ça a duré l'expulsion. plusieurs heures. Alors là aussi, je me souviens, j'aimais tellement cette synagogue qui a été Mmh. finalement le point de départ pour nous lorsque nous sommes installés au Gush Katif. C'est de là que ça a commencé l'amour pour le Gush Katif, c'était les synagogues et je me souviens, c'était donc, le matin, on savait que nous, on devait partir l'après-midi, l'armée nous avait prévenus. Donc le matin, je dis à mon mari: «Je voudrais aller revoir encore ma synagogue et faire une prière là-bas» et donc sur la route, les soldats m'ont arrêtée, ils voulaient pas me laisser passer et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Je lui ai dit: «Je t'en supplie, tu le sais bien, de toute façon, on va partir, mais je veux revoir ma synagogue». Alors bon, il a eu un sentiment de compassion, il m'a laissé passer, il m'a dit: «Mais reviens vite chez toi». Alors j'ai dit: «D'accord» et je suis allée à la synagogue et là, c'était vraiment très, très, très prenant. C'était Mmh. quelque chose. Une grande, ardoute dans le peuple, une grande remise en question par rapport au fait que peut-être qu'on était un peu trop dans notre bulle là-bas et que maintenant si on vivait cette expulsion, c'était peut-être parce qu'il fallait nous rapprocher du peuple qui vivait à l'intérieur du pays. Mmh. Parce que vous parliez qu'il y a une sélection aussi qui est faite quand on rentre dans un kibboutz ou Nahon, dans un moshav ou Nahon, oui, et vous, vous étiez un moshav religieux, Neve Dekalim, oui. Je vous c'était, cache pas d'ailleurs que c'est pour ça qu'on est allé là-bas. ouais, Je veux dire parce beaucoup que bon, je ont voulais fait le vivre choix. dans un milieu où on reste où Shabbat, bon ben,
on le vivait, quoi. Mais après coup, vous vous dites: «Si Mais on avait pu voilà. faire entrer des non-religieux, peut-être que notre cause, elle aurait eu un impact un peu plus Nahon, grand». voilà. Donc c'est cette introspection qu'on a eue, quoi, après, en se disant: «Bah, peut-être que oui, on aurait dû ouvrir, les villages du Gush Katif à davantage de personnes». D'abord, ça aurait créé un autre nombre Mmh. et peut-être que s'il y avait eu un autre nombre, alors peut-être que le Guérouch n'aurait pas eu lieu et aussi, on a peut-être, comme ça empêché des gens de connaître, cet aspect et de la région et aussi des habitants. Mais ça existe encore aujourd'hui, les chouvim, les Oui, moshavim. oui, 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 Par oui, exemple, oui, moi, j'étais à Native à Sarah. oui, Il nous parle de cette sélection qui est faite à l'entrée, encore. selon son bord politique, son bord religieux. Vous décrivez cette période comme un mal nécessaire et une amputation douloureuse. Dans les 6 mois qui ont suivi, notre départ du Gush Katif, Mmh. je me souviens que dans les rues, d'abord, on affichait une médaille orange, donc c'était évident que, les gens nous interpellaient, quoi, pour nous dire, «C'est quoi?» On rentrait dans les magasins, on disait tout de suite qu'on était du Gush Katif, on racontait. Je me souviens même, je voudrais raconter une petite anecdote qui m'est arrivée, c'était la veille de Kippour. Je me souviens, j'ai voulu aller, prier au Kotel comme ça la veille de Kippour et j'ai vu une soldate qui pleurait très, 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 très fort. Je l'ai accostée et je lui ai dit: «Écoute, je sais pas pourquoi tu pleures». D'ailleurs, avec du recul, je me dis: «Mais de quoi je me mêle?» Pourquoi je lui ai dit ça? Mais, je me souviens que je lui ai dit: «Écoute, je sais pas pourquoi tu pleures, mais si tu pleures parce que tu as fait le guérouche et que tu regrettes de l'avoir fait, alors sache qu'en cette veille de Kippour, j'ai pas le choix, je te pardonne». Et elle m'a embrassée. Maintenant peut-être qu'elle pleurait pour une autre raison, mais en tout cas j'ai ressenti un soulagement. Pour moi, c'est important parce que j'en avais vraiment, vraiment voulu aux Khayalim. Je leur en voulais terriblement de nous avoir, sortis du gouche, à tel point que pendant certaines manifestations, je voulais pas chanter la tikva. Ouais, J'arrivais pas, vous ça m'avez sortait dit. pas, ça sortait pas, j'arrivais pas. Vos enfants, ils ont fait l'armée, plus Mes tard? enfants, Baruch Hashem, les 3 garçons ont fait l'armée. Ils sont tous, Kravim. Ils sont sur le front. J'en ai un actuellement qui est à Rafiyah. Ça fait plus de 300 jours. Donc ils ont tous été appelés, le 8 octobre, le 7 octobre même et oui et je suis très fière bien sûr que mes Mmh. enfants aient fait l'armée, c'est clair. Un départ sans retour. Vous parlez de cette unité, cette ardoute. Vous dites: «Pendant nos guérouches, nous ne faisons qu'un, un avec nous-mêmes, un avec les autres habitants du Gouche». Et là, vous dites que, le fait qu'il y ait eu le guérouche, l'expulsion, ça a permis de vous rapprocher, de tout le reste d'Israël. Vous étiez dans votre bulle. Et la dernière partie de votre livre, c'est du 17 août au 10 janvier 2006, la vie d'après, Oui. un exil intérieur, puisque vous êtes parti de chez vous pour aller dans un autre chez Nahon, vous. Et Nahon. là, une autre réalité s'ouvre à vous, une réalité qu'on connaît bien aujourd'hui, celle des Mefounim, ceux qui sont Mmh. expulsés de chez eux. Nahon. Là, vous montez dans un bus. Le 18 août 2005 à 18h38, vous montez dans le bus et un départ irréversible s'opère. Voilà, vous quittez votre maison, votre région, vous regardez On et regarde en arrière, ouais, toujours, toujours. Sur la route, on était vraiment bien soutenus, un peu comme, voilà, on a parlé de 2 chaînes tout à l'heure, la chaîne humaine et la chaîne de soutien pour les Bibas et ben, je crois qu'on peut parler d'une troisième chaîne parce que tout le long de la route, il y avait des personnes qui étaient là avec des drapeaux orange, des drapeaux d'Israël pour nous soutenir et pour, nous accompagner, on a fini par, aboutir à Jérusalem. C'était ce qu'on appelle en hébreu un diur mugan, c'est-à-dire des habitations pour personnes âgées, âgé. quoi. Ça, c'était, la force, enfin, c'est le côté, positif de la chose, c'est que dans l'hôtel, c'était complètement Tout déshumanisé. à fait, Le jour tout à d'après, fait, les jeunes tout se à fait, retrouvent sans cause à défendre, tout à fait. complètement abandonnés à eux-mêmes. La Ouais, jeunesse commence à sortir, Nahon, ils sont dans la ville. Les Nahon. pères de famille se retrouvent au chômage. Nahon. Nous, on a eu une chance extraordinaire d'atterrir là-bas, mais extraordinaire. Parce que d'abord, on est entouré de personnes âgées qui nous racontaient eux aussi leurs exploits de la guerre de 48, des 6 jours, de Kippour, et cetera. Donc on avait un langage commun avec ces personnes-là et qui étaient très heureuses de nous accueillir. Et donc c'était aussi un petit comité, une petite salle à manger, quoi, et on mangeait avec eux, et cetera. Donc c'était p en cela, on était vraiment enfin ma famille, quoi, je sentais que mes enfants étaient protégés. C'est une question Ça a été identitaire qui se pose derrière. Après les enfants, aussi, comment je aussi. m'identifie? Qu'est-ce D'ab que je fais? d'abord waouh, un dégonflement de la Emouna, si on peut dire. Parce que tous ces enfants-là aussi avaient vécu avec, L'espoir. tout cet espoir et tous ces messages qu'on recevait des rabbinim qui nous disaient tous, un derrière l'autre: «Ça n'aura pas lieu, ça n'aura pas lieu, ça n'aura pas lieu» et puis boum!
voilà, Ils se tout sont sentis trahis s'écroule quoi. Donc ça a été une grande, grande crise de Emouna pour la jeunesse. et on fait Donc quoi de son t-shirt orange, le lendemain du gué rouge, de l'expulsion? Vous avez dit certains le que mettent vous encore. ouais, vous avez dit que vous l'avez mis après une fois pour aller au supermarché. Nahon, d'autres le plient. On le Heu, garde précieusement dans une voilà, mais on boîte. le garde précieusement, c'est clair et surtout quand on voit cette couleur orange réapparaître aujourd'hui, Ouais. c'est une ironie de l'histoire, je dirais. La solidarité qui s'est mis en place, c'est-à-dire que tout le monde, vous a aidé là-bas, Oui, alors là, je me souviens, on rentrait dans les magasins immédiatement, dès qu'on disait qu'on était du Gush Katif, allez hop, 20 de réduction, quoi. ouais. Mais c'était extraordinaire. Les gens étaient vraiment très gentils, très patients, Mmh. très ils voulaient faire quelque chose, quoi. Ce qu'ils n'avaient pas pu faire pendant le Guérouche, ils avaient envie de le faire maintenant pour nous Mmh. et donc on a reçu comme ça plein de dons. C'était pas facile d'ailleurs. Je me souviens qu'une psychologue est venue pour, nous parler et nous dire: «Écoutez, le Ham Israël veut donner. Ils veulent vous faire quelque chose pour vous et on sait que vous avez votre dignité, mais apprenez à accepter Parce et là qu'on aussi n'accepte pas l'aide non, dans un on premier temps. n'accepte pas. Moi, je me souviens que la première fois, on nous a donné des produits de première nécessité, genre brosse à dents, culottes, voilà. Je me souviens avoir eu un mouvement un peu répulsif comme ça en disant: «Mais non, ça va, j'ai de l'argent, je peux acheter quoi». On n'est pas, voilà, on n'est pas dans le besoin à ce point, et je me souviens du regard de la jeune fille qui était venue avec ce carton et qui me dit: «Mais c'est pour vous aider, s'il te plaît, prends». Et là, j'ai réalisé, soudain que oui, c'était parti d'un bon sentiment et pas de la pitié, mais la volonté de vouloir faire quelque chose, de vouloir nous aider et donc j'ai accepté, on a accepté d'être aidés, Dis la dernière partie de votre livre, c'est, 20 ans plus tard. 20 ans plus tard. Donc 20 ans plus tard, on y est parce que c'est les 20 ans du Gush Katif. Il y a le Yom Gush Katif, Ouais, donc 2005-2025. 2025, waouh. Quel bilan, vous pouvez dresser, en 2025? Ouais. C'est ma fille, le dernier jour, qui s'était assise avec sa copine, sous un arbre et elles s'étaient promis toutes les 2: «Dans 20 ans, on se retrouve sous ce même arbre». Donc voilà et du coup, moi, ça a été pour moi une phrase presque prophétique et béhémet, toutes ces années, depuis 20 ans, je m'accroche à cette phrase. Chaque fois que je donne une conférence sur le Gush Katif ou, sur ce qu'on a vécu, je termine toujours en disant: mais j'ai la certitude que ce qu'a dit ma fille et ce que se sont promis ma fille et son amie, ça va se réaliser, à la 20e année, on va retrouver Gush Et Katif. la 20e année, c'était le 7 octobre. La 20e année, Comment vous c'était ça. avez vécu le 7 octobre? D'abord, c'est le choc, on comprenait pas. On comprenait vraiment pas ce qui se passait. Quand je me souviens, ma fille m'a dit: «Mais maman, on égorge, on tue», enfin bref, il y a des mots qui sont difficiles à employer. Je dis: «Mais de quoi tu parles? Mais de quoi tu parles? Je comprends pas, mais arrête, de quoi tu parles?» Et puis au fur et à mesure, on recevait les informations et on apprenait quoi, l'horreur qui s'était passée ce jour-là. Cette même fille qui a C'est dit: «Je ne veux pas que dans ma maison, les futurs Oui, terroristes, Sarah, bah oui, c'est venu d'elle. font Nahon, les c'est venu prochains d'elle. attentats», Nahon, l'information est venue de Sarah, qui s'est avéré vrai, qui 20 s'est ans plus tard. Nahon Donc c'est et pas votre fille qui est retournée sur le banc 20 ans plus tard, mais c'est votre non, non, fille c'est vos celle fils qui, qui sont partis combattre, Nahon, à Gaza exactement et 20 c'est ans plus celle qui tard. avait prévu que 20 ans plus tard, on allait repartir en guerre pour, voilà. Et donc Parce que racontez-nous toute cette période-là du 7 octobre. c'était très dur pour nous parce que je vais être honnête en racontant, cette chose-là, mais heu, nous, on était ce qu'on appelait un tampon à l'époque. Un tampon entre Gaza, Khan Younes, les Arabes de cet endroit-là et tous les Yishuv, et c'était un tampon et on l'expliquait d'ailleurs, c'est ce qu'on expliquait toujours dans nos informations qu'on donnait quoi, à qui voulait l'entendre, que si l'armée n'était pas là-bas, alors il risquait de se passer des choses, il risquerait de se passer des choses terribles dans l'avenir, puisque l'armée n'est pas là pour voir un petit peu ce qui se passe. Tant que l'armée était au Gush Katif, bon, bah, elle avait un œil sur Khan Younes, sur Gaza, sur tous les villages, Dir al-Balar, tout ça, tous ces villages-là environnants, elle avait un œil dessus, elle pouvait rentrer facilement. Donc elle savait plus ou moins ce qui se fomentait là-bas, ce qui se préparait là-bas.
Et à partir du moment où on sortait de cette région, et ben, non quoi, c'est fini. Les prochains tampons, c'était qui? Bah, c'était le fameux Hotef-Aza. Be'eri, Ah, tous les villages qui sont à côté. Nahon, Be'eri, Kissoufim, Niroz, tous ces C'était les prochains. villages-là qui ont été attaqués. Et à l'époque, nous, quand nous habitions le Gush Katif, c'est dur ce que je vais dire, mais voilà quoi, je décris quelque chose qui s'est passé. Ces mêmes personnes, ces mêmes kibbutznikim, à l'époque, lorsque nous passions sur la route, ils avaient des panneaux dans lesquels ils nous disaient: «Sortez, Mmh. sortez de là-bas, vous êtes des polchim, c'est-à-dire des conquérants, il faut laisser cet endroit-là, aux Palestiniens, quoi. Vous n'avez rien à faire là-bas». Ils étaient avec des panneaux et et hem et aujourd'hui, ce sont eux qui ont pris. C'est-à-dire à l'époque, ils avaient d'ailleurs beaucoup, le disent, qu'ils avaient une confiance aveugle dans les Gazaouis, ils les aidaient même dans beaucoup de choses, ils les recevaient et cetera, parce qu'ils pensaient qu'une cohabitation était possible et malheureusement, ça s'est retourné contre eux et je me sou et je voudrais juste dire que ce qu'il y a eu le 7 octobre dans le Hotef-Aza, ça nous était réservé à nous, si nous avions continué à habiter le Gush Katif et à l'époque déjà, l'infirmière, du village, m'a raconté, elle me dit: «Mais oui, j'entendais, moi je» elle faisait des gardes la nuit, très tard et donc quand elle rentrait, il y avait aucun bruit dans le village. Elle me dit: «J'entendais sous ma maison, sous le trottoir, j'entendais des bruits, on creusait, on piochait, il y avait beaucoup de bruit». Elle me dit: «Et je suis même allée à la Moatza pour le dire. Il se passe quelque chose sous le trottoir, sous la terre, il se passe quelque chose» et bon, je sais pas, comment on peut appeler ça? De la nonchalance ou, on n'y croyait pas, quoi. Et du coup, vous pensez faire un nouveau chapitre? Oui. Ouais. C'est quoi le nouveau chapitre? Bah, le nouveau chapitre, c'est de faire d'abord des rapprochements avec tous ces événements. Le 7 octobre, malheureusement, c'est la suite logique du démantèlement du Gush Katif, du Guérouche. Pour moi, c'est nous sommes donc 15 août, on va dire, on peut dire du 15 août au 7 octobre, 20 ans plus tard, 19 ans plus tard, זה היה כתוב quoi, c'était écrit dans les livres. C'est évident que ça allait se passer. D'ailleurs, ça n'a pas tardé. Il n'a pas fallu attendre, 19 ans. Je veux dire tout ce qui nous est tombé, tout ce qui est tombé sur Sderot et sur Netivot et cetera. Cette zone est devenue, le Gush Katif de l'époque, quoi. D'accord. Ça veut dire qu'après l'expulsion en 2005, Voilà, c'est il y a la Sderot, la montée, Netivot, la montée du Hamas en 2005 voilà. et à partir de là, il y a eu, les alarmes qui ont été mis en place Voilà dans tout le et le Hotef. nouveau Gush Katif, c'était le Hotef. Avant le 7 octobre, quand on me posait la question: «Est-ce que tu retournerais au Gush Katif?» La plupart du temps, je disais: «Je crois pas». Parce que j'ai maintenant construit ma vie ici, tous mes enfants sont, voilà, autour de moi et cetera. Je crois pas, j'ai et puis ça sera pas le Dieudonné voilà, aussi. peut-être, ça y est, j'ai à l'époque, et ça sera pas le même Gush Katif, donc je crois pas. Curieusement, après le 7 octobre, ben, ça germe dans ma tête et je me dis: «Pourquoi pas?» Merci beaucoup Gisèle d'avoir été notre invitée, d'avoir partagé avec nous, votre histoire. On s'est plongé, vraiment et on vous souhaite, Bezrat Hachem le meilleur. Voilà et Mmh. ben, merci, ça m'a beaucoup émue de me replonger dans cette ambiance. Toda rabba.